Il est des temps où l'histoire semble vaciller, où le monde chancelle comme un géant blessé. Le troisième siècle de notre ère fut l'un de ces moments. Les historiens en parlent comme d'une crise profonde. En 50 ans, plus de 20 empereurs se succèdent à la tête de l'Empire romain, la plupart assassinés ou renversés. Sur les frontières, les Goths, les Francs et les Alamans pressent à l'ouest, tandis qu'à l'est, les redoutables Sassanides lancent leur assaut. L'économie s'effondre, la monnaie ne vaut plus rien, les campagnes sont livrées au pillage. Et pourtant, est-ce bien là l'ennemi le plus redoutable? Non, car celui qui frappe le plus fort, ce n'est pas le glaive, mais un mal invisible, la peste. Après la terrible peste antonine du IIe siècle, une nouvelle épidémie surgit en Éthiopie vers Pâques 250. Rapidement, elle se propage. Rome en 251, puis la Grèce, la Syrie et l'ensemble du bassin méditerranéen. On l'appellera la peste de Cyprien. Que disait-on alors? Saint Cyprien de Carthage évoque dans ses lettres des milliers de morts par jour. Fièvre aiguë, diarrhée, ulcère, paralysie, un mal brutal, foudroyant, incurable. Certains y verront la variole, d'autres une fièvre hémorragique, peut-être cousine du virus Ebola. Les villes se vident, les administrations s'effondrent, l'armée ne recrute plus, la peur s'installe. On cherche un sens, une explication, un espoir. N'est-ce pas ce que nous avons nous-mêmes vécu tout récemment lors de la pandémie du Covid-19? Comme jadis, le virus met en lumière nos fragilités individuelles et collectives. Dans ce contexte assombri, qu'advenait-il de Pomaria, la ville romaine à l'extrême sud-ouest de l'Empire? Était-elle épargnée? Peu probable. Mais si la peste fut terrible, était-elle vraiment la cause de la mort du couple Rogatus? Rien ne le confirme. Aucun indice précis ne nous permet de l'affirmer. Alors, quelle autre piste explorer? Une hypothèse plus discrète, insidieuse, mais tout aussi fatale s'impose, le saturnisme, l'empoisonnement au plomb. Pourquoi cette maladie? Parce que dans l'Empire romain, le plomb était partout, surtout chez les riches. Les canalisations des villes étaient en plomb, notamment celles issues des aqueducs. Le vin était sucré avec de la sapa, un sirop obtenu en réduisant du mou de raisin dans des chaudrons de plomb, produisant de l'acétate de plomb, doux au palais, mais hautement toxique. Les cosmétiques, les poudres, les peintures murales contenaient également du plomb. Les familles aisées comme les Rogatus vivaient dans ce confort raffiné et empoisonné. Année après année, le poison s'accumule dans le corps, lentement, silencieusement. Un jour, une fatigue persistante, des douleurs abdominales, des faiblesses musculaires. Le couple consulte leur médecin. Il les ausculte longuement, mais il est déjà trop tard. Le mal est profond. Le seul remède, le repos, rien de plus. Les jours passent, le souffle faiblit, sentant leur fin venir, ils appellent leur enfant, leur transmettent leur volonté, puis s'éteignent l'un après l'autre. Alors le silence, puis les pleurs. On fait venir les pleureuses. Drapées de noir, elles poussent des cris, se grattent le visage, se déchirent les cheveux. Le deuil romain se veut sonore, visible, dramatique. Le jour de l'inhumation, le soleil descend. Les corps reposent sur un biais de bois dans l'atrium. Ils sont côte à côte, unis dans la mort comme dans la vie. Le cortège s'organise, en tête les pleureuses, puis les porteurs des imagines, ces masques d'ancêtres illustres. Vient ensuite le couple, porté sur un biais richement ornementé, vêtu de tuniques brodées d'or ceintes de laurier. Suivent les musiciens, flûtes, trompettes aux accents graves, et enfin, la famille endeuillée silencieuse. La procession quitte la villa, traverse les rues paisibles de Pomaria, baignée de crépuscule, et s'avance vers la nécropole au-delà du Pomerium. Devant le tombeau, les torches vacillent. Les visages sont graves, le silence est total. Félicianus, leur fils, s'avance, une coupe de vin à la main. Sa voix tremble lorsqu'il prend la parole. Il rend hommage, puis selon le rite,
ils versent le vin à terre, une libation d'adieu. On dépose les corps dans leur tombe, on referme le caveau, et les vivants reprennent le chemin de la ville, alors que l'aube effleure les collines. Quelques jours plus tard, Félicianus parcourt Pomaria pour trouver un lapicide. Tous sont débordés. L'un accepte pourtant par reconnaissance pour les bienfaits jadis reçus du défunt. Ainsi s'achève la dernière marche du couple Rogatus, accompagnée de chants, de masques, de flûtes et d'encens. Pomaria rendait hommage aux siens dans la solennité du crépuscule. Et aujourd'hui, dans cette même terre, devenue quelques siècles après, chrétienne puis musulmane, les rites ont changé. Le cortège est silencieux. Point de pleureuses, de musiciens ni de masques. Juste des hommes en prière, des épaules qui portent, des cœurs qui récitent. Il n'y a de Dieu que Dieu. Le temps a changé les gestes, pas la douleur. Et sous le même ciel, entre les oliviers et les pierres usées, les morts reposent avec d'autres espérances. C'est ici que s'achève cet épisode, dans lequel j'ai évoqué les dangers du plan. Dans le prochain, je poursuivrai cette réflexion en m'intéressant à la possible présence de gisements de galène, le minerai dont est extrait le plomb aux abords de Pomaria, et à la manière dont les anciens ont assuré l'exploitation et la transformation.